Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Échiquier que nous consacrons ce soir à l'augmentation du budget défense des pays européens, notamment membres de l'OTAN. Donc une manœuvre budgétaire souveraine, ou plutôt dictée par le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Nous allons tenter de le savoir tout de suite avec nos invités. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Manuel Pouchelet, expert en questions internationales et militaires. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Alexis Poulain, journaliste et éditorialiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors tout d'abord, Manuel Pouchelet, alors l'Europe cède-t-elle aux injonctions de Donald Trump ou répond-elle plutôt à une menace sécuritaire réelle en augmentant son budget défense ? Le budget de défense de l'Europe, vous savez, a toujours été pour l'instant la priorité de l'OTAN. Faut dire ce qui est, puisque les Européens ont fait la grave erreur, on va dire, de faire sous-traiter leur défense à l'OTAN. Une structure essentiellement sous mandat américain depuis 1949, avril 1949. Et si vous voulez, l'OTAN a pu résister et persister dans ses actions grâce à des capacités d'évolution. D'ailleurs, les derniers grands engagements de l'OTAN, si vous voulez, quand vous regardez à l'échelle de l'histoire, sont encore récents, puisque je parle principalement de l'Afghanistan. L'Europe, si vous voulez, aujourd'hui devient un terrain où une nouvelle forme de menace se déploie. Et pour répondre plus précisément à votre question, Donald Trump, pendant sa campagne électorale, s'était, on va dire, plaint de l'absence de participation au pot commun, c'est-à-dire au budget commun de l'OTAN, avec des pays européens qui étaient encore hésitants. Mais il faut dire aussi qu'avec l'Europe des 27, on avance de manière divisée sur ce sujet. Les préoccupations de défense, finalement, ne préoccupent que 2 ou 3 grandes puissances qui souhaitent se partager, voire des fois se battre un petit peu pour le leadership. Je pense principalement à l'Allemagne, à la France, bien entendu. On n'exclut pas le Royaume-Uni, qui fait partie de l'équation, tout d'un coup s'efface cet aspect Brexit. Mais en ce qui concerne l'Union européenne et ce budget qui est quand même indicible au regard quand même d'économies fébriles, cela inquiète le contribuable, cela inquiète aussi les Européens, où l'on voit, si vous voulez, une sorte de mainmise de ce sujet défense qui est quand même l'apanage des pays principaux européens, repris, si vous voulez, par la Commission européenne. Et c'est là où on peut se poser, on va dire, de nombreuses questions. Madame von der Leyen a souhaité prendre une forme de leadership sur la question, mais quand vous regardez les médias mainstream, tout est remis en cause. Très bien, Alexis Poulain, à présent, la France et d'autres pays européens investissent donc massivement, on l'aura compris, dans leur armée. Est-ce une réaction pragmatique face aux tensions internationales ou une surenchère dictée par Washington, selon vous ? Non, je pense que c'est une réaction pragmatique, on l'a dit, parce que on voit que au final, il y a eu quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a d'abord attaqué le budget de l'armée. Donc à l'époque, il n'avait pas du tout cette vision de l'importance de l'armée dans la souveraineté d'un pays. Et il y avait ce parapluie otanien avec les États-Unis, qui sont à la base de la défense européenne. Qui tombe avec Donald Trump, qui peut à tout moment décider de quitter l'OTAN et de dire aux partenaires européens « débrouillez-vous, c'est à vous dorénavant de faire les dépenses nécessaires pour votre défense. Les États-Unis ne sont pas là pour faire supplétif à ce que vous n'êtes pas capable de faire. » Donc il y a une réaction tardive, parce qu'il faut rappeler qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017. À l'époque, le président des États-Unis, c'était Donald Trump. Et il était déjà sur cette ligne de dire que l'OTAN était quelque chose qui coûtait beaucoup trop cher aux États-Unis. D'ailleurs, Macron avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Donc, entre-temps, Emmanuel Macron est resté au pouvoir, Donald Trump est parti, Joe Biden est venu. Mais qu'a fait Emmanuel Macron pendant 8 ans ? Rien. Et là, c'est parce que Donald Trump arrive de nouveau au pouvoir en décembre que les gens se réveillent de ce côté-là de l'Atlantique, en Europe, en disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui a changé cette fois ? saisir son destin ». Qu'est-ce qui a changé cette fois par rapport au premier mandat ? Ce qui a changé, c'est la guerre en Ukraine. Ce qui a changé, c'est que Vladimir Poutine a envoyé des chars
en Ukraine et que l'Europe n'a pas répondu à la hauteur de ce qu'attendaient Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens et ce qu'attendait l'administration Biden également. Donc, vraiment, ce qui change la donne, c'est l'Ukraine. Sans ça, l'Europe serait restée dans ce même no man's land et non-réflexion stratégique. Mais attention, j'y vois pas là une pensée stratégique assez construite. Là, il est question d'endetter, de créer du déficit pour financer un secteur de la défense qui a pris du retard. C'est pas vraiment une stratégie de long terme. On voit que c'est un rattrapage un peu à la va-vite pour essayer de ne pas passer pour les idiots du village. Et l'élément déclencheur, selon vous, Alexis Poulain, ne serait-il pas la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine ? Bien sûr, cette suspension et cette menace qui plane de voir les États-Unis quitter l'OTAN en disant que cet accord-là n'est plus dans leur intérêt direct, puisque on voit qu'avec Trump, ce qui se passe à Washington, c'est un changement des grands axes stratégiques, avec reprise de dialogue avec la Russie, alors que la Russie est l'ennemi toujours des néoconservateurs, un investissement majeur du côté d'Israël, on voit les projets fous de Donald Trump dans la bande de Gaza, et un affrontement commercial avec la Chine. C'est très différent de ce qu'étaient les démocrates, qui avaient un soutien gêné à Israël, même s'il était réel, avaient un soutien total dans la guerre ukrainienne pour pousser à la déstabilisation de la Russie, et voyaient la Chine de très loin. Donc ce réalignement-là, à Washington, bouleverse les intérêts européens qui n'ont pas compris ce qui se passait. Je me retourne à vous, Manuel Pouchelet, vous qui avez occupé des fonctions au sein de l'Alliance transatlantique. Selon vous, l'OTAN est-elle toujours une alliance équilibrée ou devient-elle un instrument de domination américaine, notamment à travers la pression budgétaire exercée par les États-Unis ? Ce qui fait la force de l'OTAN et sa réussite, si vous voulez, c'est principalement sa capacité à se réformer. Au début, c'était un organisme qui a été conçu, si vous voulez, pour affronter directement l'URSS à cette époque. Et en même temps, vous avez aussi d'autres contraintes qui ont su évoluer avec le temps, avec l'engagement en ex-Yougoslavie, je pense, l'engagement en Afghanistan, c'est-à-dire à faire campagne en tout lieu et en tout temps, et notamment avec une forte, on va dire, capacité à affronter ce qu'on appelle le combat de haute intensité. Maintenant, l'OTAN, budgétairement parlant, a aussi des difficultés. Pourquoi ? Puisque les pays qui en sont membres, si vous voulez, n'arrivent pas forcément à répondre dans un premier temps à deux choses. Au budget et au taux de déficit imposé par l'Union européenne. Et là, comme par hasard, tout d'un coup, tout se trouve annulé. Et en même temps, vous avez aussi la participation budgétaire à l'OTAN par pays, qui est attribuée par pays et par capacité. Quand vous regardez, si vous voulez, moi, je pense notamment aux engagements de l'OTAN à l'international, où elle a été déployée, je pense principalement à l'ex-Yougoslavie, avec l'Afghanistan. Quand vous regardez les contingents les plus poussés, on va dire en plus grand nombre, excusez-moi, ce sont principalement l'Allemagne, la France surtout, très grosse contributrice, l'Espagne et l'Italie. Le reste des pays de l'OTAN, si vous voulez, ont des participations pingres. Aujourd'hui, vous avez même les États-Unis, sont très malins, puisqu'ils ont installé, on va dire, un cheval de Troie en Europe qui s'appelle la Pologne, qui est carrément, on va dire, sous dominance américaine, dans la mesure où le président Trump et même l'administration Biden ont forcé le gouvernement de Varsovie à acheter américain pour rebadger des matériels vieillissants. En même temps, si vous voulez, cette question budgétaire est intéressante aussi et relance cette dynamique de l'OTAN, où en 2017 on parlait d'état de mort cérébrale, mais quelque part, moi je me pense, il y a toujours eu deux concurrences et deux approches. Il y a une approche américaine pour régler les problèmes, on va dire, qui étaient liés principalement à la guerre froide, quand on regarde la date de création de cet organisme. Et puis ensuite, aujourd'hui, en 2025, vous avez une OTAN qui va recombattre peut-être, bon je ne l'espère pas, en Europe. C'est-à-dire, elle va devoir revoir ses budgets, des budgets qui explosent. Pourquoi ? Puisque, je le dis souvent, on achète des systèmes d'armes, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables de communiquer entre eux, entre avions, vecteurs blindés, troupes au sol, peu importe l'arme d'appartenance, mais si vous voulez, sans être trop technique et complexe, si vous voulez, il faut aussi former le personnel. Et cette formation coûte cher et elle est longue. Et je pense malheureusement que les délais sont séparés. Maintenant, on comprend mieux aussi pourquoi le président Chirac, à l'époque, avait décidé de faire une armée professionnelle pour justement répondre à ces enjeux d'avenir où il savait peut-être à l'avance qu'il y avait des risques d'engagement massif, peut-être d'un retour de la guerre en Europe en tout cas.
Alexis Poulain, hier, on l'a vu, le président français Emmanuel Macron a évoqué une dissuasion nucléaire menaçant quasi directement la Russie. D'ailleurs, Moscou a réagi à cela. Pour quelles raisons alimenter cette escalade encore, alors que le conflit russo-ukrainien toucherait pratiquement à sa fin? Pour montrer que l'Europe compte et que la France, Emmanuel Macron, compte prendre le leadership de cette défense de l'Ukraine. Il faut voir que, en termes politiques, Emmanuel Macron a subi de nombreuses défaites récemment, que ce soit aux élections européennes, la dissolution qui ne lui a pas donné de majorité, et la censure de Michel Barnier, un des premiers ministres qu'il avait choisi. Donc, au plan intérieur, Emmanuel Macron est totalement décrédibilisé. Donc l'international lui permet de rebondir, de garder, il lui reste encore 2 ans de mandat, et il a décidé de mettre tous les œufs dans ce panier-là de l'international en se faisant une stature de président de l'Europe quasiment, et de fer de lance de la défense de l'Ukraine, comme Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Donc c'est son choix. Hier, dans son adresse, il y a eu des propos qui étaient quasiment de la provocation. En parlant de la Russie qui menace directement les intérêts français, qui a violé les frontières françaises, oui. Bien sûr, qui la menace nucléaire. Donc il joue évidemment à cette provocation, alors qu'une opportunité incroyable arrive de voir 2 grandes puissances comme la Russie et les États-Unis s'entendre pour une fois pour faire une paix en Ukraine. Mais on voit bien que c'est pas l'objectif aujourd'hui des Européens qui veulent, alors ils appellent ça une paix juste et durable. En réalité, leur objectif, c'est de défaire la Russie en Ukraine, et quoi qu'il en coûte. Ça veut dire, in fine, potentiellement, l'intervention de l'OTAN, et donc une guerre mondiale. Mais ils parlent de ça avec une légèreté incroyable, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a Donald Trump qui veut aller très vite sur ce dossier ukrainien, parce que plus les choses vont pourrir, plus l'étincelle est possible. Et or, c'est pas du tout aujourd'hui la volonté, la stratégie américaine. La stratégie européenne, en revanche, elle n'existe pas. C'est cette guerre, en fait, contre la Russie, avec une issue dont on ne connaît pas, en fait, le contenu. Ça pourrait être effectivement une guerre nucléaire, et là, c'est souhaitable évidemment par personne, c'est de la folie. Très bien. Pour revenir à cette augmentation des budgets militaires en Europe, sert-elle, selon vous, Alexis Poulain, réellement les intérêts des États européens, ou alimente-t-elle avant tout le complexe militaro-industriel américain? Alors non, je pense qu'elle sert les États européens dans le sens où vous avez de grands États producteurs et vendeurs d'armes. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie. Sont des États qui vont bénéficier de ces dépenses massives dans la défense, oui. Particulièrement la France. Donc le plan, évidemment, c'est de créer une croissance artificielle avec l'économie de guerre, en finançant cette économie de guerre par de la dette ou de l'investissement via l'épargne des Européens pour flécher en fait cet argent vers l'industrie de défense. Mais évidemment, c'est pas de l'argent que vont revoir les Européens. Ça va enrichir beaucoup les lobbies militaires de l'armement et très peu les États, puisqu'on parle déjà de revoir le contrat social en France, avec notamment l'âge de départ à la retraite, les prestations sociales, etc., pour l'effort de guerre entre guillemets. Donc c'est clairement une volonté là de flécher l'argent vers un secteur en particulier pour créer une croissance artificielle, avec derrière la promesse d'une défense européenne et donc d'une plus forte souveraineté européenne. Moi, la souveraineté européenne, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais visiblement, Emmanuel Macron a une certaine idée de cette souveraineté européenne. Très bien. Très bien. Manuel Pouchelet, la montée en puissance de l'axe Paris-Berlin en matière de défense pourrait-elle conduire conduire à une autonomie stratégique européenne, ou l'Europe restera-t-elle, selon vous, sous tutelle américaine? La question de la défense, si vous voulez, en Europe, elle n'a jamais été très égale, et moi je me méfie toujours des expressions comme le couple franco-allemand, notamment en matière de défense. Je vous rappelle que la France est le 2e producteur d'armes au monde et que l'Allemagne est située un petit peu plus loin. Maintenant, vous avez aussi un concours de circonstances qui est quand même à souligner et à indiquer. Vous avez une Allemagne qui est en crise et notamment fort impactée son secteur industriel, qui a besoin de le relancer.
Ensuite, vous avez des projets qui sont aussi franco-allemands et qui sont au point mort. D'ailleurs, même les Allemands sont actuellement aussi phagocytés par les Américains en termes de renouvellement de matériel, puisque l'on vient d'apprendre que le renouvellement de la chasse allemande ne sera pas européenne mais américaine, ainsi que des hélicoptères qui étaient pourtant européens. Je fais un rappel ici sur l'hélicoptère Tigre qui a été abandonné par Berlin. Donc, si vous voulez, on est en plein esprit de contradiction où les Américains veulent, si vous voulez, que les Européens se défendent eux-mêmes, mais ils le veulent en utilisant uniquement leur matériel. Et en même temps, ils vont vous dire un argument qui est imparable. Le dernier avion qu'ils viennent de faire, le F-35, ils vont vous dire, figurez-vous, messieurs les Européens, il y a quand même 55% des composants qui viennent d'Europe et qui sont manufacturés en Europe. Ce que l'on oublie, c'est qu'un avion ne fonctionne pas uniquement avec des composants, il y a aussi des mises à jour logicielles. Donc, si vous voulez, les Européens seront toujours dépendants des Américains pour leur défense. Et j'insiste bien sur cette contradiction. En Europe, vous avez des industries qui sont concurrentes, et je pense notamment à l'expression de M. Macron, où il avait bien souligné et répété à plusieurs fois qu'il fallait que la France conserve son autonomie stratégique. Maintenant, les dernières déclarations de Donald Trump, on va dire, relancent cette question de défense européenne. Et finalement, les Européens, on a un petit peu l'impression qu'ils se sentent obligés de réagir. Mais regardez la réaction, quand vous regardez, il y a aussi une grande contradiction, excusez-moi de me répéter sur ce terme-là. Regardez le sommet de Londres le week-end dernier, où finalement tous les Européens n'étaient pas là, et celui de Bruxelles, où comme par hasard, tout le monde se sent soudé autour de M. Zelensky. Je pense que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Même si l'Ukraine est au menu des négociations et cette fois-ci est à la table des négociations, ce qui semble pour l'instant exclu du deal, on va dire, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Maintenant, les Européens doivent se relancer rapidement, puisque je pense qu'il est même déjà trop tard. Très bien, très bien. Nous allons prendre l'avis d'Alexis Poulain. Il y a aussi ce plan annoncé par l'Union européenne, celui de 800 milliards d'euros consacrés au réarmement de l'Europe. Ce plan est-il réaliste au vu de la situation économique de certains pays européens ? Non, c'est encore une fois tout ce que fait l'Union européenne. On l'a vu pendant la crise Covid avec le plan de relance de l'économie européenne qui a creusé la dette des États européens, qui fait qu'aujourd'hui l'Allemagne se trouve dans une situation de récession, la France aussi. La BCE d'ailleurs vient de revoir à la baisse les prévisions de croissance pour 2025-2026. Donc 800 milliards, il faut bien comprendre, c'est de la dette. Avec en plus le droit de faire sauter les verrous qu'avait mis à la base l'Union européenne de 3% de déficit du budget, en disant que si c'est de la dette pour la défense, il n'y a pas de plafond. En gros, vous allez pouvoir faire de la dette pour la défense. Donc à la fin, il faut bien comprendre que des États surendettés qui se surendettent sur cette dette déjà impossible, ça crée une faillite. Donc ils sont en train de créer une faillite. Soit ils préparent réellement une guerre. En ce cas-là, on va avoir un reset terrible en disant après la guerre, on reverra les dettes et on verra ce qu'il en est. Soit ils ont un plan d'une croissance économique incroyable pour voir comment rembourser cette dette. Aujourd'hui, en état, c'est encore une fois on assiste à une sorte de suicide européen par la dette cette fois-ci, mais ça pourrait conduire évidemment à une guerre. Très bien. Et c'est bien tout ce qui m'inquiète actuellement. Et je vous retourne autrement la question, Manuel Pouchelet. L'industrie de défense européenne bénéficiera-t-elle réellement de cette hausse des budgets ou verra-t-on une dépendance accrue aux technologies et matériels américains ? Je vais répondre très simplement. Je pense que les Européens font l'erreur de ne pas acheter leur propre matériel. Là, l'erreur est là. Pourquoi ? Parce que vous avez une querelle de leadership principalement entre les Anglais, les Allemands et les Français. Voilà, ce sont les plus grands fabricants à l'heure actuelle. N'oublions pas aussi les Italiens, puisque ce sont aussi de sérieux concurrents. Et c'est là où, si vous voulez, on a du mal un petit peu à comprendre pourquoi les Américains, vous savez, ils sont particulièrement habiles en termes de stratégie commerciale. Ils font en sorte que les Européens soient dépendants pour leur armement, alors que les Européens ont déjà les solutions, si vous voulez, pour assurer leur sauvegarde, et en même temps, ils les vilipendent, si vous voulez, pour dire, oui, mais finalement, vous n'êtes pas assez dépensier en termes d'armement. Mais je pense qu'avant de faire la guerre, il serait peut-être temps d'éduquer les populations et on va dire, un petit peu comme le disait Nelson Mandela, c'est la meilleure arme, l'éducation, et c'est ce qui manque en fait en Europe. Il faut peut-être arrêter, et je pense notamment à la dernière déclaration de M. Lavrov concernant les Européens. Nous ne pouvons pas faire la paix avec des gens qui nous veulent faire la guerre. Donc, si vous voulez, il y a aussi cet aspect diplomatique où il y a aussi des distensions entre
autres pays européens. Et on a vu aussi certaines limites. On sait pertinemment que les États-Unis vont réussir, à faire le fameux pacte avec la Russie. Maintenant, cela cache aussi d'autres choses. On sait pertinemment que l'agenda américain, il souhaite aussi se séparer de cette question européenne et de cette défense européenne. Pourquoi ? Puisqu'ils se savent très attendus, notamment en Asie. Et je vous le rappelle avec la Chine, mais pour information, les Américains oublient aussi que du côté asiatique, il y a également la Russie. Très bien, Alexis Poulain, un projet d'une Europe de la défense implique-t-il un nouveau traité européen et par extrapolation un nouveau référendum européen avec tout ce que cela implique sur le plan politique au vu du passif européen en matière de référendum? Non, justement, je pense qu'aujourd'hui, les leaders des pays européens savent très bien qu'un référendum sur l'Europe ne serait pas forcément gagnant. Donc, cette Europe de la défense va se faire en dehors de tout cadre démocratique, hein, comme d'ailleurs ce que fait la Commission européenne depuis toujours, avec un commissaire européen dédié à la défense déjà, et puis avec ensuite, j'imagine, des budgets qui vont être alloués. La question qui se pose dans cette Europe de la défense, c'est celle du commandement. C'est celle des moyens. Quand vous avez un pays comme la Lituanie qui bénéficie d'une armée d'actifs de 700 hommes et une armée comme la Pologne de plus de 200 000 hommes, c'est pas évidemment le même engagement dans l'Europe de la défense. Donc il y a des questions qui vont se poser en matière budgétaire, en matière de commandement, en matière aussi de dissuasion nucléaire, puisque la France est le seul pays membre de l'UE avec cette arme nucléaire, et visiblement Emmanuel Macron est prêt à partager cette arme nucléaire. Alors là, en revanche, il faudrait un changement de constitution, ou du moins, j'espère, une consultation démocratique en France, mais ça n'a pas l'air non plus d'inquiéter Emmanuel Macron outre mesure. Donc on a l'impression que de toute façon, cette volonté de guerre en Ukraine, pour défendre l'Ukraine, mais jusqu'où avec l'envie de défaire la Russie, cette Europe de la défense se fera contre les peuples européens, encore une fois. Très bien, Manuel Pouchelet, la pression exercée par Donald Trump sur les pays européens en matière de défense annonce-t-elle une redéfinition profonde des relations transatlantiques avec une Europe contrainte de suivre la ligne américaine ? On l'a déjà observé, si vous voulez, du temps du général de Gaulle. Je vous rappelle que le général de Gaulle avait claqué la porte de l'OTAN et à ce qui avait fâché les Américains. Je pense aussi aux déclarations, de M. Dominique de Villepin lorsqu'il avait refusé de suivre les Américains en Irak. Donc, si vous voulez, l'Europe a toujours eu une forme d'autonomie et exprimé son refus. Maintenant, je pense que Donald Trump, va peut-être relancer, sans le savoir, la mobilisation des Européens pour enfin se consacrer à leur outil de défense, mais comme je le rappelle souvent, les Européens n'avancent pas avec la même rapidité et la même, engagement, parce que regardez, concernant l'Allemagne, ils sont aussi encore sous le coup des accords de paix et de l'armistice de 1945. Donc, en termes de réarmement, ils sont aussi très limités. Donc voilà, l'Europe avance divisée sur le sujet, c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Et l'on se pose aussi beaucoup de questions, notamment avec ce rôle, interventionniste de cette Commission européenne qui, sur les questions de défense, reste encore très évasive et approximative. Très bien, dernière question avant de conclure, Alexis Poulain. L'augmentation des dépenses militaires en Europe risque-t-elle d'accélérer l'escalade avec la Russie et d'entraîner le continent dans une spirale de confrontation rapidement, s'il vous plaît? Alors non, je pense qu'aujourd'hui, les Européens se rendent compte de leur retard en matière de défense. Ils essayent simplement de réduire l'écart. La confrontation avec la Russie, elle est impossible en l'état actuellement, ou alors ce serait une guerre nucléaire qui n'est pas souhaitable, comme je le disais, et qui est une folie. Donc aujourd'hui, les Européens ont pour objectif de reconstruire leurs capacités, avec peut-être évidemment un horizon d'affrontement direct avec la Russie, mais il faudrait savoir sur quelle base. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la stratégie européenne aujourd'hui, si ce n'est de vouloir défaire Vladimir Poutine, et quoi après? C'est bien toute la question. Or aujourd'hui, que ce soit à la Commission ou dans les chancelleries, personne ne va vous répondre clairement concernant cette question. Manuel Pouchelet, vous voudriez peut-être rebondir rapidement là-dessus avant de finir? Oui, très rapidement, moi je vais vous donner une maxime latine, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et puis vous avez également le proverbe tunisien, ce n'est pas quand on est en guerre qu'on achète des armes. Je pense que cela, résume assez bien la situation. Très bien. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Manuel Pouchelet, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en questions internationales et militaires. Merci. Merci à vous.
Je vous remercie également Alexis Poulain, vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci beaucoup. Voilà, ce numéro d'échiquier touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.